Hello du jeudi matin, bien glacial. Il est 7h45 et là je vais préparer tout ce qui est... Vous ne me voyez plus là, hein. Là, ça va aller mieux. Je vais préparer tout ce qu'il faut en fait pour Pauline ce matin pour continuer à préparer les hausses là que j'ai de vide. Il reste à peu près 3 bonnes palettes de hausses à remplir. Et bon je vais lui préparer tout ça parce qu'après j'ai une réunion via Zoom et avec l'ADA Grand Est, donc qui nous propose une formation porte sur le DUER, donc c'est le document unique d'évaluation des risques. Donc et là c'est essentiellement porté sur l'apiculture. Donc moi j'en ai déjà un de rédigé, mais je voulais quand même faire un petit peu le point là-dessus et puis voir s'il y aurait d'autres choses à apporter. C'est pour ça que je me suis inscrite à la formation. Et puis ça tombe bien ce matin parce que comme il pèle, on a eu moins 8 degrés. Du coup, quand tu peux te réserver du boulot au chaud, c'est d'autant mieux. Donc du coup, je vais descendre les palettes là qui sont là, juste là. Je vais descendre celles-là parce que celles-ci sont vides. Et puis ensuite, voilà, je vais apporter tout ça à la miellerie pour Pauline, pour qu'elle ait du boulot pendant que je fais ma petite formation sur Zoom. Voilà. Et on va faire ça tout de suite. C'est parti. Et le petit truc tout con qu'il faut faire quand il gèle par moins 8 degrés, c'est de couvrir l'arrivée du gaz du Manitou, parce que moi j'ai un Manitou qui fonctionne au gaz. Et si je protège pas tout ça avec une serviette d'eau chaude, l'arrivée du gaz gèle et tu peux plus rien faire de ta journée. Voilà. Donc je mets ça comme ça et puis c'est parti. Bon voilà, les housses sont sorties, ça caille toujours autant. Donc il y a une paire de housses là qui sont vides. Et donc on va faire la manip dont je vous ai parlé la dernière fois, pour remettre 2 cires gaufrées au milieu ici, et puis prendre les 2 cadres au milieu ici dans les housses qui sont à gratter. Comme ça me permet de remplir ces housses vides et de les faire tourner cette saison. On va aller se mettre au chaud parce que là ça pique un peu ce matin. Alors pour ce qui est de mon Zoom que j'ai eu ce matin, donc ça parlait du DUER. Donc en fait c'est un document qu'on doit avoir sur l'exploitation quand on embauche des saisonniers ou des salariés. Et donc on doit décrire chaque poste
que les saisonniers peuvent avoir. Donc, je sais pas, par exemple, utiliser le laveur ou bien utiliser la machine à désoperculer. On doit répertorier toutes les étapes et évaluer les risques que le salarié peut prendre en utilisant ce matériel-là. Voilà, donc Alexis Balis de l'ADA Grand Est nous a fait quand même un bon résumé de tout ça. En plus, il a travaillé le document pour nous, les apiculteurs pros, parce que j'avais déjà eu une formation l'année dernière, mais c'était pas trop axé, la formation que j'avais eue, c'était pas trop axé sur l'apiculture, donc bon, ça reprenait un peu l'agricole, mais pas l'apicole. Voilà. Donc là, Alexis nous a dégrossi pas mal le document et comme pour les adhérents de l'ADA Est, on aura le droit à ce document-là que Alexis nous a pas mal dégrossi. Voilà. Donc en fait, ce document, il est obligatoire. On doit l'avoir sur l'exploitation en permanence et puis on doit décrire, s'amuser à répertorier tous les postes. Moi, je l'ai fait un peu déjà l'année dernière. J'ai encore 2-3 choses à remettre. Je vous mettrai peut-être un lien dans la barre de description pour vous rediriger sur certains sites sur internet pour trouver un petit peu des infos au sujet de ce document unique d'évaluation des risques. Et bien voilà, donc mon huile de lin a été livrée ce matin, donc avec un petit jour de retard à cause de la neige qu'il y avait sur Paris. Donc je l'ai reçu là, donc ça va me servir pour le traitement du bois de mes ruches. Donc on va se servir du bac d'imprégnation que je vous ai parlé hier. Alors le fait de mettre la bande intercadre dans les ruches là qui sont ici, ça me prend un petit peu de temps. Donc je pense que je vais commencer à imprégner mes ruches qu'en début de semaine prochaine, mais pas avant parce que j'aurai pas le temps. Et puis la semaine prochaine, ils annoncent une période de redoux. Donc je pense qu'on va aller voir les ruches et refaire un tour au Mini Plus pour voir s'il y a besoin de compléter ou pas. Il y en a quelques-unes que j'avais nourries parce que je trouvais qu'elles étaient un tout petit peu légères, mais dans l'ensemble, on n'a pas trop nourri. C'était quand même assez raisonnable. Pour les ruches de production, pour le moment, je me pose pas trop la question. J'en ai sous-pesé une paire, elles sont encore hyper lourdes. Juste 1 ou 2 ruchers en Meuse où il va falloir que je repasse voir s'il faut compléter avec du candy ou pas. Parce que elles étaient un tout petit peu plus légères, celles-ci. Elles étaient restées en Meuse, elles n'avaient pas transhumé sur la luzerne, donc ce qui fait que les corps étaient moins blindés en provision. Voilà. Je voulais juste répondre à une question qui m'avait été posée au sujet de l'huile de lin. Alors, j'ai une personne qui me disait pour l'huile de lin industrielle pour le bois, apparemment serait extrait avec des solvants et ce serait composé de nombreux acides. Avez-vous remarqué une différence pour le varroa pour les ruches traitées à l'huile de lin? Alors, je pense que là, il y a confusion avec acide oxalique et huile de lin. L'huile de lin, c'est vraiment pour traiter le bois des ruches qui est brut comme ça quand vous les recevez. Donc, c'est fait en sorte pour que dans le temps, le bois ne pourrisse pas. L'acide, c'est pour traiter le varroa. Il n'y a pas d'acide dans l'huile de lin que je viens de réceptionner. C'est de l'huile de lin qui a été extrait à froid, donc je vais vous montrer sur l'étiquette. Donc, si ça vous intéresse de prendre, de savoir d'où elle vient, donc elle vient du département 91 à Corbreuse, et c'est l'huilerie de l'Orme Creux. Ils ont une page Facebook également où vous pouvez consulter et puis leur demander des renseignements. Donc c'est bien de l'huile de lin première pression à froid. J'ai eu la personne justement ce matin pour justement avoir un petit renseignement parce que c'est noté. Où est-ce que j'avais vu ça?
Ils ont un site internet aussi, c'est www.h-o-c.fr. Et c'est marqué fabrication artisanale. C'est dommage parce que le transporteur il m'a collé l'étiquette dessus. Et du coup, oui, alors c'est marqué usage non alimentaire. Alors, ce qui ne veut pas dire que c'est de l'huile de lin industrielle, comme la personne l'a dit dans le commentaire. C'est marqué huile de lin à usage non alimentaire, c'est parce que en fait, ce qui se passe, l'huile de lin, quand elle n'est pas destinée à la consommation humaine, il la stocke dans des gros containers comme ça. D'ailleurs, il doit y avoir de l'huile de lin dessus parce que c'est en train de lécher le container. Elle est accro à l'huile de lin. L'année dernière, j'avais trempé aussi des éléments de ruche dans de l'huile de lin et elle a fini par lécher les toits où il y avait de l'huile de lin dedans. Enfin bon, voilà. C'était le petit aparté. Tout ce qui se mange, de toute façon, elle le mange. Donc, je les ai appelés pour savoir pourquoi c'était marqué non alimentaire. Et ils m'ont dit que actuellement là, ils sont en flux tendu. Il y a une grosse demande d'huile de lin apparemment pour les apiculteurs. Et ils marquent non alimentaire parce qu'en gros contenant comme ceci, l'huile de lin a tendance à s'oxyder. Et ensuite, elle est plus bonne à la consommation. Donc, tant qu'on ne touche pas au container, qu'on ne fait pas rentrer trop d'air à l'intérieur, elle va rester telle qu'elle est là en ce moment. Et si ensuite j'en prends 100 litres et qu'il y a de l'air qui rentre à l'intérieur, elle va s'oxyder et ça ne sera pas propre à la consommation. Et eux, ce qui se passe, c'est que bien souvent, ils extraient l'huile des graines de lin. Ils le stockent, mais au bout d'un moment, à force de le stocker dans le temps, ça prend l'air, ça s'oxyde. Et donc, ils sont obligés de marquer l'huile de lin non alimentaire. Apparemment, l'huile de lin, elle est vendue qu'en petite fiole de 250 ml. Et celle-ci, elle est vraiment réservée pour un usage alimentaire. Voilà. Donc je vous dis tout ça, le bac d'imprégnation, tout ça, je vais sûrement m'en servir en début de semaine prochaine, sûrement le matin, et puis l'après-midi, comme ils annoncent un redout la semaine prochaine, ils annoncent 10-12 degrés. Je pense qu'on ira acheter un petit œil dans les ruches, juste comme ça, vite fait, hein, pour voir si elles vont bien, si elles sont toujours là. Et puis voilà. Je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Oui, donc vous m'aviez demandé pourquoi j'achetais des corps de ruche en bois. Tout simplement parce que là je suis en cours de conversion pour passer en apiculture bio. Donc voilà, ce qui explique que je suis en train de petit à petit me séparer de mes ruches en plastique. Donc ces ruches en plastique là, elles vont être réformées. Et moi, je passe maintenant en ruche en bois parce qu'il y a une grosse demande en miel bio. Et puis, je pense que ça fait déjà une paire d'années où je traite à l'acide oxalique. Et puis j'ai mes enfants derrière qui me poussent un petit peu à travailler autrement et puis à réfléchir aussi autrement à notre façon de travailler. Donc, je vais essayer de bien travailler. Et c'est un petit peu tout pour ça aussi que j'ai pris de l'huile de lin et que je veux changer un petit peu mes méthodes de travail. Ça fait 20 ans que je suis en conventionnel. Après, le plus gros souci en apiculture bio, je vous le cache pas, c'est le varroa. Après, cette année, je vais m'atteler à faire des comptages, je pense, à partir du mois de juin, pour voir un petit peu, contrôler un petit peu la pression de mon varroa et puis adapter mes traitements anti-varroa durant l'été. Et je pense que je vais m'orienter sur le produit qui s'appelle Varomed. Moi, je l'avais déjà utilisé, pas cet hiver-là, mais l'hiver d'avant. Donc, puis ça avait l'air de pas trop mal marcher. Après, faut
faut bien respecter le protocole aussi, pas vouloir mettre un coup de varomètre comme ça et hop, se dire voilà, c'est bon, j'ai traité, on n'en parle plus. Je pense que maintenant le varroa, on va pas y couper. Le mieux, c'est de faire un traitement automnal et un traitement hivernal. Et puis aussi, si on peut, quand on a retiré les hausses au mois de juin après le miel de forêt, je pense que je vais peut-être faire aussi un traitement au varomède. Voilà. Et puis contrôler mes chutes de varroa, tout ça. Donc voilà. Donc il y a encore pas mal de boulot. L'apiculture bio, je pense que faut pas croire que c'est cool, Raoul. Je pense que c'est bien pire encore. C'est encore plus de travail. Mais ça me tient à cœur de passer en bio parce que les traitements chimiques, tout ça, quand j'ai la tête défoncée pendant 10 jours, quand je mets des lanières à pivard, voilà, ça m'énerve un petit peu, tout ça. Donc, je préférerais repasser à des traitements type acide oxalique. Mais bon, tout ça, il y a du boulot qui reste à faire. Hein. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Et puis voilà pourquoi j'achète des ruches en bois. Vous avez la réponse maintenant. Voilà. Et je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Je vous dis peut-être pas demain. Enfin, on verra bien si je refais une vidéo ou pas. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite un bon week-end en amoureux. Voilà, et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. À ciao. Why is it hard on my own? Why am I not like her? Be more so. Why must the curtains come down? Why must the curtains come down? It's effortless now. In the end, we should leave something special. Let him talk. My name is on their lips. Call me mysterious. Why is it hard on my own?